Madame, monsieur, bonjour. Je suis avec trois bons amis. Je crois, vous êtes mes amis, oui. Semble-t-il. Es-tu notre ami? Daniel Compé, oui, je le suis ton ami, progressiste. oui. Monsieur Branchi, justice. Tu dis Daniel Compère et puis après tu dis Monsieur Branchi. Parce que c'est mon compère. Tu es tombé dans le piège. Eddie Marajo, comment ça va? Oh, ça va. Alors, je vais vous dire pourquoi ça va bien pour Eddie Marajo. Ouais, c'est ça, oui. Listen to me, watch to me. Alors, vous avez vu ça? Regardez bien. Il y a peut-être des effets de lumière. Vous avez vu le postérieur de la première dame qui est là. Vous allez voir le postérieur de la deuxième dame qui est là. Il y a le postérieur de monsieur aussi. Il y a quand même des yoles. Ah oui, c'est censé être... non, en réalité, non. Je vais arrêter de dénigrer le journal de mon pote. En réalité, People Siol a quelque chose d'intéressant. D'abord, sur le plan technique, c'est fait dans des conditions d'impression et de papier agréables, parce que on a de moins en moins de journaux locaux faits comme ça, à part entière, qui de temps en temps sortent de belles revues. On a aussi une vision de nous-mêmes, à un moment festif, à un moment très important. Bon, à mon sens, il y a un tout petit peu trop de petits tétons et de petites fesses, mais on a fait l'analyse. Faisons l'analyse au fait de ça. Commençons la démission de façon ludique. Alors, l'analyse a consisté hors émission, on fait ça pénétrer dans l'émission, à savoir qu'est-ce qui motive ces gens de se faire photographier, à moitié nu. de demander, quasiment tout nu pour certains, de demander aux journalistes expressément de figurer dans l'édition, de provoquer Marajo en disant on va monter sur la yole, on va s'embrasser pour deux messieurs, et je chiche que tu mettes ça dans... Je vous laisse deviner qui c'est. Alors vous allez tomber sur les fesses, c'est ça la surprise, je ne dis pas qui c'est. C'est le cas de le dire. Et vous allez tomber sur les fesses de deux élus opposés qui étaient dans un provoque avec peut-être un peu de champagne, parce qu'ils semblaient ou d'ammoniaque, un petit peu de champagne. Donc c'est la dernière édition de Biblios, et c'est Michel Branchi qui a expliqué, vas-y, donne ton explication, sur le fait que les gens veuillent ainsi se faire photographier, que c'est pas du tout Sodome et Gomorrhe, quoi, que c'est plus psychanalytique que ça. C'est le goût de plaire, de vérifier que quand on se montre, que ça fait de l'effet. C'est un besoin existentiel. Ça fait narcissisme, Voilà. Mais moi, je voudrais demander à Eddie de me rassurer. Il ne s'agit pas de photos volées. Non, pas du tout. Non. Sinon, on croulerait sous les procès. Ben oui. La totalité ou la quasi-totalité des photos sont des photos où les personnes photographiées voient le photographe face à eux. Bon, de temps en temps, on a des gens qui dorment ou qui font la sieste. Mais bon, il n'y a aucune volonté dans ce magazine de porter atteinte à l'image, à la réputation. Ah non, les gens sont mis en valeur. Ouais, là, quand un monsieur, par provocation, un beau nègre là, de 2 mètres, mais un maillot de bain rose de dame, là, il espère bien que People Siol va le photographier. On le mettra, il a fait ça pour ça. On est quand même dans la tradition martiniquaise. Oui. Ça pendant le carnaval. Mais on n'est pas au carnaval. C'est ça le hic. Il y a des gens qui disent... C'est cette photo, c'est là je peux la montrer. Ici, vous devez la voir. Ici. Ce monsieur-là, il voulait qu'on le voit quand même. Mais seulement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut que vous l'achetiez. Il faut que vous l'achetiez d'abord pour que les affaires de mon ami Marajo aillent bien, ce qui lui fait du bien. Mais aussi surtout parce que vous avez en page, cherchez la page, vous avez 2 élus de partis opposés. Ah oui. Des parties les plus. Je vais pas la montrer. Page 30, non? Je vais pas montrer la photo. Je vais pas la montrer. C'est pas page 50. Page 30. Mais peu importe. Je vais pas la montrer. Il faut que les gens achètent le journal et voir ça. Mais je vous dis que c'est époustouflant à l'acheter People. Tu me diras la croissance des chiffres de votre Je te remercie. Je veux pas de participation. Quelle publicité. Ça rappelle le livre de Valérie Trierweiler. Elle n'a pas fait de pub elle-même, mais tout le monde s'est chargé de sa pub. On me l'a envoyé. Moi aussi. On a des choses légères. On me l'a envoyé en PDF. On me l'a envoyé en PDF aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du marketing. C'est pas du marketing, c'est une tentative de saper ses profits. C'est illégal. C'est illégal. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a récupéré une version numérique, qui l'a mise en PDF et qui l'a balancée sur le net. Ouais. En disant, bon les mecs, c'est pas la peine d'enrichir. 7, ton point de suspension. Oui. Lisez-la. Et quand vous avez envie de lire, lisez. L'achetez pas et lisez-la. C'est terrible. Et donc. Mais est-ce que quelque part, c'est pas une forme de promotion? Un peu comme la. Non, mais c'est clair parce que. Le piratage. Très concrètement, la plupart des gens qui lisent le bouquin n'ont pas Internet. Il faut quand même dire ça. Ouais. On nous dit, bon, tout le monde y a Internet. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont un smartphone,
qui ont le net sur le smartphone, mais vous n'allez pas lire un bouquin sur le smartphone. Ouais. Donc, vous l'achetez. On peut lire des extraits, puis se dire finalement, je vais l'acheter parce que c'est intéressant. Tout à fait. On retourne à des choses un petit peu plus tristes. Je suis désolé, messieurs, on est censé faire une émission politique. Alain Juppé engage le combat contre Nicolas Sarkozy. On reste là-dessus 5 minutes, mais il faut qu'on en parle parce qu'on zappe systématiquement l'UMP. Les gens vont dire qu'on est de parti pris. S'agit-il vraiment d'un combat contre Nicolas Sarkozy? Je crois que la plupart des observateurs politiques, c'est comme ça qu'on dit, sont persuadés... Dont tu fais partie. Dont nous faisons partie. Nous faisons partie. Sont persuadés que Alain Juppé n'ira jamais jusqu'au bout. Alain Juppé étant en cela le Jacques Delors de la droite. Le Poulidor de la... Le Jacques Delors, celui qui laisse... Voilà. Et en fait, est-ce qu'il ne prépare pas le terrain pour Nicolas Sarkozy? Tout bêtement. Il faut lui faire une opposition saine quand même. Voilà. Michel, si ça t'intéresse, ces gens-là. Moi, je pense que quand même, on a quand même deux tempéraments de droite, deux traditions politiques différentes. C'est sûr. Bon, Alain Juppé, c'est quand même un néo-gaulliste chiracien, hein, un peu psychorigide. On se rappelle sa phrase « Je suis droit dans mes bottes », alors que toute la France était dans la rue, parce qu'il était Premier ministre. 95. Et puis, de l'autre, on a le représentant de ce qu'il appelle lui-même la droite décomplexée. C'est une droite qui va chasser sur les thèmes de l'extrême droite. Et puis le comportement bling-bling. On a oublié cette expression. Le comportement bling-bling. Elle va revenir à la mode. Bon. Alors, ce comportement bling-bling qui a fortement déstabilisé Sarkozy à un moment donné, dans son propre électorat, parce que son propre électorat conservateur n'acceptait pas justement ce comportement bling-bling. Hein? Et donc, Juppé correspond mieux sociologiquement à l'électorat de droite traditionnel. Donc, alors, sous le plan économique, par contre, Juppé est beaucoup plus rigoureux. C'est un libéral, hein? C'est un libéral autoritaire. Décomplexé. Aussi. Alors que Sarkozy est capable de te citer Jaurès, au moment où le capitalisme est en crise, en 2008-2009. Ouais. Et puis après, approuver un traité européen ultra-libéral qui ligote la France dans les carcans du 3% du PIB. Je pense que Sarkozy n'y connaît strictement rien en économie. Juppé, par contre, applique une idéologie libérale assez classique, d'ailleurs. D'ailleurs, qui réussit bien quand on est dans un pays riche ou dans une ville riche, par exemple Bordeaux, ça réussit parfaitement bien. Il est très bien géré. Il est très bien géré. En plus, il est dans... Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que l'État-providence, Juppé à Bordeaux est dans l'État-providence, c'est-à-dire qu'il multiplie la générosité de la ville vis-à-vis de ses citoyens, de ses administrés. De la ville et de la communauté urbaine. La communauté urbaine, c'est-à-dire que c'est un type qui, comme il gère bien, il dégage des excédents qu'il affecte à du transport public, par exemple, à des choses. Cette ville, d'ailleurs, attire beaucoup de citoyens. Mais je ne pense pas que Nicolas Sarkozy, enfin, bon, ça n'engage que moi, mais Nicolas Sarkozy va probablement, selon nos informations, annoncer donc, sa candidature à l'UMP et, très objectivement, sa candidature aux élections présidentielles en 2017, aux alentours du 20 septembre. Parce que le calendrier avant est un peu chargé, hein, parce qu'il y a un discours de Valls et plus une conférence de presse de Hollande. Plus la question de confiance. Au 18, voilà. Donc le 20, en fait, très clairement la semaine prochaine. Donc Nicolas Sarkozy veut reprendre le flambeau. Mais l'analyse politique fine avec les sondages, etc., il y a un certain nombre de types de droite qui se disent que la meilleure façon de faire en sorte que le Parti socialiste garde le pouvoir 5 ans de plus,
c'est que Nicolas Sarkozy se présente. Et c'est terrible, c'est terrible. Est-ce que dans les primaires, Juppé l'emporte au sein de l'UMP? Non. Qu'est-ce que les sondages disent? Non. C'est Sarko. C'est Sarko qui l'emporte aux primaires, largement. Et pourtant, lui, il insiste pour avoir des primaires, Juppé. Ce qui explique en fait qu'il vient là pour conforter. C'est ce que je pense. Ouais. Mais Juppé a tout intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de candidats. Oui. S'il est tout seul faire Sarkozy, il est balayé. Par contre, s'il y a plusieurs candidats, il y aura un deuxième tour. Or, Sarkozy ne veut pas de deuxième tour. Il ne veut même pas de primaire. Exact. Par contre, si une élection, on va dire Juppé-Sarkozy devant les Français, Juppé l'emporte largement devant Sarkozy. Les Français ne veulent pas de Sarkozy global. Ouais. Bon, on va ça nous ramène d'ailleurs aux conditions de l'élection de Hollande. Hollande a oublié qu'une bonne partie de gens, notamment ceux que je représente, ont voté contre Sarkozy. Oui. Mais pas tellement pour lui. Mais très objectivement, et c'est vrai, en fait, c'est assez dramatique la façon dont Hollande se défend, ou ne se défend pas. Mais 5 ans de Sarkozy supplémentaires, très objectivement, on était à 7,5% de déficit. Et on était à un taux d'imposition qui n'est simplement que de 3 points en dessous de ce qu'il est aujourd'hui. Sarkozy a été contraint, d'augmenter les impôts. Il avait commencé. Hollande n'a fait que continuer. Et d'augmenter la TVA. Il avait commencé. Hollande a continué. Et surtout, de faire ce choix ô combien dramatique. Est-ce qu'on continue à laisser filer le déficit pour pouvoir maintenir notre niveau de vie, on va dire ça comme ça, des services publics, etc. Ou est-ce qu'on arrête on arrête les déficits? Malheureusement pour l'homme, c'est lui qui a dû faire ses choix. C'est lui qui a hérité de ça. Il a dû ramasser les... Ouais. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs. J'ai entendu Jacques Attali il y a 2 jours, je l'avais vu sur CLCI. Jacques Attali explique effectivement que il peut prendre un peu la défense de Hollande. Hein. Bon. C'est logique. Il est pro-Hollande et puis c'est le parrain du petit Macron. Voilà. C'est lui qui l'a placé là. Ouais, c'est lui qui l'a placé. Donc il dit que le malheur de Hollande, c'est qu'il est obligé de faire ce que Sarkozy n'a pas osé faire. Exactement. Oui, exactement. Une explication comme une autre. Bon, si Sarkozy avait fait la politique depuis 2008, la France aujourd'hui serait dans la même situation économique que l'Allemagne. Assainie, etc. Mais bon. Mais il a 5 ans de retard. Et puis personne à lui ne lui demandait. Ah ben non, lui, de toute façon, il n'y avait strictement aucun intérêt parce qu'il voulait être réélu. Et pendant les 5 ans du premier ministrat, si je puis dire, de François Fillon, la dette de la France s'est creusée de 600 milliards d'euros. Elle a explosé. Ouais. Messieurs, je voudrais qu'on parle un peu du chômage, à l'occasion du remplacement de Mme Chong, roi du mérite, par M. Antoine de Nara, à la tête de... Comment ça s'appelle? Pôle emploi, c'est ça? La fusion à NPE Unédic. Il y a eu un très bon article, le quotidien, qui a abordé la situation. Et j'ai été très surpris de l'optimisme de ces responsables de Pôle emploi qui a quand même les mains dans le cambouis, dans le fourneau. Je voudrais qu'on visite un petit peu tout ça. Alors, grosso modo, on va d'abord parler du nombre, pour qu'on puisse situer. Là, fin juillet 2014, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits catégorie A. Alors, la catégorie A, c'est celle des gens qui sont activité totalement dans la mouise, s'établit à 45 478 en Martinique, sur un an en hausse de 1,5%. La France, comparaison, parce que c'est notre référence, l'augmentation de la catégorie A a été de 4,1%. Cette comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. La France, l'augmentation continue du chômage date de 2012. Oui. Alors que l'augmentation continue du chômage, mesurée par Pôle emploi, date de 2007. Beaucoup plus tôt. Et les tendances étaient inverses, c'est-à-dire que le chômage en Martinique de 2001 à 2007 avait baissé, en chute. C'est 2009 que... Et à partir de 2009, à partir de la crise économique, boum, ça remontait. 2008. 2007. Crise économique, non, pas 2009, crise économique. Alors, 2007, 2008. Alors moi, c'est là que je fais une nuance. Je dis la crise martiniquaise, et non pas la crise économique. L'impact de la crise économique mondiale, c'est plutôt 2007-2008,
se fait sentir en Martinique 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Donc, par contre, c'est pour ça, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'au moins un certain nombre d'économistes sont d'accord, y compris un homme de droite comme Olivier Sudry, qui a travaillé pour la Chambre de commerce. Il dit que le grippage de l'économie martiniquaise date d'avant 2009. Oui. Parce qu'il y a encore quelques dinosaures patronaux qui disent que la crise, c'est février 2009. Bon, c'est fini. Bon, mais ceci dit... Bon, alors que février 2009 est la conséquence. Voilà. Oui, mais c'est aussi un accélérateur, attention. Hein. Alors bien sûr, oui. ça a été un accélérateur. Oui. Ça a quitté c'est un révélateur. C'est pas un déclencheur. C'est pas un déclencheur. C'est pas un déclencheur. Non. Donc, c'est-à-dire que, en gros, c'est la baisse des dépenses de consommation, qui a été le moteur essentiel de cette croissance que, à mon avis, je dirais artificielle, la Martinique, dans les années qui ont précédé. Donc on avait un taux de PIB qui augmentait de 3,5% en moyenne. Oui. Et puis maintenant, on est tombé à 0% en 2012. Et probablement pas loin de zéro pour 2013. Malgré ce que dit l'excellent Institut régional de la statistique, l'excellent monsieur Georges Parra. Il n'est plus à l'INSEE. Il n'est plus à l'INSEE. Bon. Mais c'est pour ça que depuis qu'il a quitté l'INSEE, il a des lunettes roses. Mais il ne dit pas le contraire quand même de ce qu'il dit. Alors, en Martinique... tu es méchant. Oui, tu as bien des lunettes roses. Il n'a pas des lunettes opaques. Il n'a pas opaques, mais roses. En Martinique, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi de catégorie ABC s'établit à 53 671 fin juillet 2014. C'est une population active de combien? 129 000. 103, aux alentours de 130 000. 130 000. Ouais. Si on donne du boulot à ces 53 671 personnes, qu'est-ce qui va se passer? La Martinique explose. Alors, population active, non. C'est la population active occupée, 130 000. Ouais. La population active, c'est les occupés plus les demandeurs d'emploi. Enfin, la population active, c'est les gens en âge de travailler. Voilà. Ouais. J'allais dire, y compris ceux qui ne sont pas en recherche d'emploi. Oui, tout à fait. Alors, il y a un autre chiffre. Alors, une question. Attends. Oui. Demande le chiffre. Avant, demande l'autre chiffre. Vidons le problème des chiffres. Oui, alors, le problème des chiffres. Il y a un autre chiffre, à mon avis, qui est plus significatif encore. Et qui est utilisé dans beaucoup de comparaisons internationales, c'est ce qu'on appelle le taux d'emploi. C'est-à-dire le nombre de gens qui travaillent par rapport à la population en âge de travail. En âge de travail, voilà. Oui. Alors, le taux d'emploi en Martinique est de 51%. Donc, ça veut dire qu'un Martiniquais sur 2 en âge de travail. Alors qu'en France, par exemple, pays développé, 67%, et en moyenne en Europe, 70%. Ouais. Donc, vous voyez bien que on a un chômage qui est à la fois, on a abordé, j'anticipe un petit peu Sylvie après, qui est structurel. Alors c'est bien cette émission, en fait, c'est bien le rôle de cette émission, d'aller plus loin. C'est pas le chômage qui est structurel, c'est le non-travail salarié qui est structurel. C'est-à-dire que c'est pas supportable. On met ces chiffres-là devant n'importe quel économiste, il dit, les mecs, il y a un problème. Il y a un problème que vous ayez une stabilité sociétale, politique, etc., avec 49% de gens en âge de travailler qui ne travaillent pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chômeurs. Ça veut dire en clair que ce pays s'est habitué, et c'est ça qui est intéressant, ce pays s'est habitué à créer lui-même son activité, faute de réponse à la fois des décideurs économiques et des décideurs politiques. Les types sont laissés à eux-mêmes. Ils travaillent à leur façon, suivant leur système, ils se débrouillent. Or, au départ, c'est du débrouillard, pas pêcher. Au départ, c'est ça. Pas un schéma classique, c'est-à-dire que le travail est fourni par les politiques et par les structures globales économiques. Non, attention, on est quand même dans un espace qui est quand même très particulier. On serait dans un pays européen avec des frontières, je ne tiendrais pas ce langage-là. On est sur une île. Et puis personne n'a demandé à être sur cette île. On est sur une île. Donc, loin de tout, coupé de tout, sans ressources, avec des règles qui sont des règles européennes. Et puis les mecs, ils veulent qu'on soit normaux, qu'on soit occidental, qu'on réponde à un système classique. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des statistiques et ils appliquent des statistiques. Mais oui, ils appliquent des statistiques, des rapports, des ratios. Mais moi, quand dit ces bougs-là, et à longueur de journée, je leur dis, mais attendez les mecs, ce qui vaut pour
un État occidental classique ne vaut pas pour une île. D'accord. Mon rôle est de rendre compréhensible les choses à un niveau de gens qui sont dépassés par des intellectuels comme vous. Autrement dit, tu es en train de nous dire que ce qu'on dit est pareil, on ne comprend pas. Non, mais j'ai compris, mais en m'accrochant. Oui. Autrement dit, sur les 53 671 personnes fin juillet 2014 qui ne travaillaient pas, il y a un certain nombre que vous allez peut-être essayer de déterminer qui, en vendant des pistaches, de moins en moins le soir, arrivent à survivre, en mettant une vache dans le pré, arrivent à survivre, en tuant un cochon, arrivent à survivre, avec un petit lopin de tout, en faisant du troc, etc. Mais quel pourcentage ça a dans l'économie martiniquaise? C'est énorme. C'est l'économie informelle. On estime à entre 25 et 30% du PIB les richesses générées par l'économie informelle. C'est ça. Les avis sont partagés, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a... Alors, néanmoins... Attends. Tu as déjà changé d'idée, là. Attends. Les avis sont partagés. Attends, Michel. Bon. Attends, garde, écorne ta page. Alors, 25 à 30% du PIB sont issus de l'économie informelle. Ça représente 2 milliards d'euros. Ça fait travailler combien de personnes sur les 53 000? Mais tu sais que 2 milliards d'euros, je trouve qu'ils sont très forts, parce que ça ne fait pas beaucoup de personnes, globalement, les 53 000 ne font pas de l'économie informelle, on est bien d'accord. Bon, imaginons que ça soit la moitié, 25 000 personnes. 25 000 personnes qui génèrent 2 milliards d'euros, c'est fantastique. C'est des gens à la fois extrêmement ingénieux, extrêmement efficaces, parce que si tu fais une moyenne, je n'ai pas de calculette, mais si on divise 2 milliards d'euros par 25 000 personnes, alors, fantastique. Parce que 400 000 personnes, c'est pour ça que voilà la comparaison. 400 000 Martiniquais génèrent 8 milliards d'euros. De 25 000 2 milliards. Tu vois, 2 milliards. 2 milliards. Bon, je laisse à Eddy la paternité de ces chiffres parce qu'on a eu d'assez longues discussions avec les jeunes de l'INSEE. Le chiffre de l'économie informelle n'atteint pas comme... Pour eux, c'est entre 10% et 12% du PIB. 12%. Et il y avait dit 30%. Allons prendre 12%. Bon, non, mais allons couper la part en deux. Allons prendre 15%. Ça te va? Alors, refaisons le calcul. Oui, 15% du PIB, ça fait combien d'argent? Ça fait... quelque chose comme 1,5 milliard affecté à la moitié des 53 000 personnes qui ne travaillent pas. Ça fait encore beaucoup plus de... Ça fait beaucoup. Alors, ils sont efficaces. Alors, je continue. Michel. Il faut dire qu'il n'y a pas qu'à payer impôts, il n'y a pas des taxes. Oui, mais c'est évident. Donc, ce sont les plus intelligents. Oui, et puis, ils sont en gain d'eau, comme on dit. Les camionnettes, là, ils sont bien, ils sont heureux. Regardez le soleil là couché. Bon, alors... Non, attends, Michel. Ça veut dire Allons plus loin. Ça veut dire que le discours politique est inadapté à la réalité économique et sociale du pays. Ça veut dire que quand nous parlons, quand nous utilisons les instruments de la science économique classique, c'est-à-dire PIB, PIB par habitant, etc., que nous devons avoir, et d'ailleurs il y a une critique de plus en plus sévère, quand nous utilisons les termes de croissance économique, nous devons avoir, ce sont des instruments qui sont utiles pour le raisonnement économique, nous devons savoir qu'ils ne rendent pas compte totalement de la réalité martiniquaise. Oui, mais il semble que le discours politique de la plupart des partis est la résultante de ces chiffres et la conséquence de ce qui est constaté par ces chiffres qui ne configurent pas, qui n'appréhendent pas bien la réalité économique du pays. À tel point que, et tu as parfaitement raison, à tel point, certains partis politiques. Mais nous, tous nos partis. Oui, la très grande majorité. Oui, même les partis de droite. Bon. À tel point qu'un certain nombre d'organismes internationaux disent que dans certains pays et dans la très grande majorité des pays du Sud, il faudrait prendre en compte l'économie informelle, en tout cas ses aspects les plus visibles, pour les mettre dans le PIB. Alors je vais peut-être choquer un certain nombre de personnes, mais tu le sais, il y a des gens qui disent les armes, on prend la drogue, on prend la prostitution, on prend les jeux et on les met dans le PIB. Et
Et certains pays là acceptent de le faire. Mais bien sûr, le Canada aujourd'hui décide de... Et dit, au point de vue européen, en quelque part indirectement, ils le font pour le calcul de certains paramètres européens. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais par contre, l'idée de prendre en compte l'économie informelle ou bien cerner la réalité est une bonne idée. Bon, l'un des économistes français les plus partisans de cette approche, il y a Jean Gadré, et puis il y a Joseph Stiglitz, l'Américain, qui a sorti, à la demande de Sarkozy, qui a fait une réflexion sur cet aspect des choses. Mais s'agissant de la Martinique, nous sommes un certain nombre de personnes qui avons toujours dit, nous utilisons les instruments de la science économique, mais nous savons qu'ils ne peuvent pas rendre compte des réalités. Alors, par contre, il y a des réalités sociologiques qui bougent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent plus se retrancher dans l'économie informelle parce qu'à cause de l'urbanisation, la coupure du lien rural, etc., et qui sont de vrais chômeurs, et que sans les allocations, les RSA, par exemple, meurent de faim. Bon, par exemple, une mère de famille qui a 2 enfants, qui a 3 enfants, qui vit dans une cité, tu rentres dans la maison, je vends de justice, tu rentres dans la maison, la personne ouvre son frigo, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le frigo, tout à fait d'accord. Alors, on nous demande... Mais attends, mais c'est lui qui habite sur les hauteurs de machin, et tu viens avec ton haut-parleur, tu dis la justice sociale, le chômage, la pauvreté, etc., et puis il rigole, parce que... Oui, vous n'avez pas qu'à payer l'impôt. Vous gagnez 3 bœufs, 10 bœufs. Au-delà, on nous demande souvent d'illustrer ça. Alors, moi, je reprends un exemple que je voudrais citer ici. Vous vous mettez sur les ponts, les différents ponts qui surplombent l'autoroute le matin entre 10h et midi. Théoriquement, vous vous dites que les chômeurs sont chez eux et les travailleurs travaillent. Et vous avez en moyenne 100 000 véhicules qui passent dans les deux sens. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est ça l'économie informelle, entre autres. Et notamment des bâchés. Ouais. Notamment des bâchés. Des bâchés, d'ailleurs, qui sont complètement bâchés, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on m'a dit l'expression nous capler bouche pleine, c'est quelque part. Il ne faut pas caricaturer, mais ça existe. Ouais. Ça existe. Sinon, l'économie martiniquaise et la société martiniquaise ont explosé depuis longtemps. C'est embêtant parce que lorsqu'on parle de ce qui a été là, j'ai le sentiment que je suis en train de devenir réactionnaire. Je ne veux pas être réactionnaire. Je veux pas prendre la réalité. Non, mais quel est le message à faire passer auprès des réactionnaires? Ne soyez pas réactionnaires, parce que s'il n'y avait pas de tolérance générale dans la société, parlons et des hommes politiques, et des impôts, etc., vos enfants seraient menacés davantage. Vous-même seriez menacés. Vos villas, vos piscines seraient remplies de sang, etc. Voilà. En fait, c'est vous regardez mieux quand j'aime bien cette conclusion. Alors, et puis c'est notre particularité. Je n'ai pas de spécificité, ce vilain mot. Nous avons dit quand même quelque chose tout à l'heure, c'est que vos piscines seraient remplies de sang. Ce phénomène tend, parce que la Martinique tend quand même à s'urbaniser et à se rapprocher de mode de vie occidental. Oui. Par conséquent, il y a de plus en plus de gens qui... Février 2009, c'est ça. C'est de plus en plus de gens qui ne peuvent plus se retrancher dans cette économie de résistance. Tout à fait d'accord. Et qui n'accèdent pas à la société occidentale, de type occidental, européen, qu'on a installé ici. Alors c'est là que vient se greffer un phénomène qui est inquiétant, qui est le phénomène de la drogue. Parce que c'est dans ce milieu urbanisé, désocialisé, que prospèrent à la fois les consommateurs et les vendeurs, les revendeurs de la drogue. Alors nous on a fait une petite estimation, mais qui est une estimation à mon avis un peu conservatrice. La valeur globale du trafic de drogue en Martinique est proche des 150 millions d'euros. Nous on est parti de quoi? On est parti de la totalisation des prises et des éléments de revente, des coûts de revente éventuels. Et on voit, au total, on voit que les prix... Sur la valeur d'un joint au détail. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Et on n'a pas l'impression, c'est-à-dire qu'on parlait de trafic où il y avait 1 tonne de cocaïne qui avait été volée à d'autres trafiquants et revendue.
Mais ça représente une tonne de cocaïne, ça représente des dizaines de millions d'euros. Donc, nous, quand on dit 150 millions sur un an, on est conservateur. Oui, je pense que vous êtes en dessous. Et donc, 150 millions d'euros, c'est quelque chose qui impacte l'économie de manière majeure. Je voudrais dire deux petites choses. Dis-les. D'abord, contredire un petit peu mes bons petits camarades. Quand nous parlons d'économie informelle, il y a beaucoup de choses à mettre là-dessous, on a déjà dit. Quand on parle d'économie de résistance, je parle moi plutôt d'économie de débrouillardise, comme je l'ai dit tout à l'heure, voire économie de survie. Oui, tout à fait. Mais les deux sont. D'accord, c'est pas pour faire de la sémantique. Non, mais on est d'accord. La deuxième chose, ça prend un caractère beaucoup plus noble. C'est pas de la triche, quoi. C'est de la survie. Ce n'est pas la drogue. La deuxième, c'est du travail. La deuxième, c'est une anecdote à destination de mon camarade Michel Branchy. J'avais 17 ans quand je suis allé faire mes études. Je n'avais aucune culture, ni économique, ni autre. Pas tennis à l'époque, pas tennis presse, pas tennis journal matinique. Eh bien, j'ai fini par comprendre, je tenais des carnets à l'époque. Malheureusement, j'ai perdu ça dans mes déménagements. J'ai compris quelque chose très vite, que le capitalisme engendrait le chômage. Mieux encore, que le capitalisme avait besoin du chômage pour se développer. Tout à fait. Eh bien, 50 ans combien 50 ans plus tard, 52 ans plus tard, j'en suis toujours là. Non, mais alors, parce qu'on n'a pas abordé, tu abordes ce qui... On était encore dans l'état des lieux, là, oui. Le constat. Oui. Mais effectivement, pour revenir, malgré ces éléments-là, c'est pour ça que j'ai un petit peu amaudi un certain nombre d'appréciations concernant le travail informel, etc. Néanmoins, les lois générales, même si dans les pays de la périphérie, parce que ce que tu appelles le capitalisme, c'est le centre industriel du capital, c'est-à-dire les 34 pays de l'OCDE. Oui. Okay. Et les plus riches, oui. Bon. Oui. Nous sommes dans la périphérie du capitalisme. Et les phénomènes atypiques, mais il n'empêche que cette loi de Marx que tu rappelles existe, c'est le besoin pour écraser le niveau des salaires, pour augmenter le niveau du profit, d'avoir une masse de travailleurs qui sont obligés de vendre leur force de travail au coût où on leur propose, c'est-à-dire les chômeurs. C'est ce qu'on appelle l'armée industrielle de réserve. Avec une limitation quand même. Entre-temps, il y a eu des progrès quand même, parce que le salaire minimum de croissance, oui, mais des soupapes. C'est sûr. Le RSA, ce sont des soupapes. Ça a quelque peu évolué. Bien sûr, ça a quelque peu évolué, mais il n'empêche que l'existence d'une masse de plus en plus élevée dans les pays développés et dans les pays en voie de développement, de chômeurs non plus frictionnels, 3-4%. Hein, quand je faisais mes études, on nous disait qu'il y a un chômage... C'est ça que tu appelles le chômage structurel. Il y a des travailleurs incompressibles. Il y a des travailleurs, il y a des gens qui changent de profession, qui sont inadaptés, qui se forment, etc. En gros, on estimait ça à 3,5%. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 6-7%. Bon, et le chômage en France est autour de 10%. Bon, et on s'aperçoit qu'on n'arrive pas, depuis au moins 4-5 ans, à descendre en dessous de 9%. C'est-à-dire que ce qu'on appelait le chômage frictionnel, et puis après le chômage conjoncturel, qui était lié à l'activité économique qui fluctuait, donc avec une augmentation et une diminution du nombre de chômeurs, eh bien on s'aperçoit que ce chômage est devenu structurel dans les pays développés. Donc l'armée de réserve existe, malgré l'existence. Alors, il y a toute une série de moyens de contourner. D'ailleurs, le Comment salaire... Marx appelait ça? Le volant de main-d'œuvre industrielle. Voilà. Bon, il y a un moyen de contourner tout cela. Bon, le SMIC, certes, le RSA, etc., ce sont des soupapes. Des soupapes, mais qui n'empêchent que, même un pays comme l'Allemagne, il y a des millions, il y a 15% de travailleurs pauvres en Allemagne. 400 € par mois. Bon. Donc, le fameux paradis de Schröder et la Grande-Bretagne. Attention. Bon, alors venons-en aux solutions que propose ce monsieur qui a remplacé Madame Chambrois numérique. Il dit qu'il mettra tout en œuvre pour inverser la courbe du chômage en Martinique. D'abord, il fait du hollandisme. Il va, par l'accompagnement des chômeurs, par des partenariats extérieurs, par un plan de formation, etc. Il explique qu'il y a eu 5000 formations proposées chaque année, à la jeunesse principalement, et que c'est le croisement de plusieurs paramètres qui permettra de stabiliser et de verser la courbe.
Les jeunes, effectivement, ils disent que c'est grave, mais que sur un an, le nombre d'inscrits de moins de 25 ans à Pôle emploi a diminué de 7%. Bon. Alors, monsieur... Ne te fâche pas, quand même. Non, ce monsieur est bien dans la fonction. Il faut bien... Je pense qu'il est bon de ne pas désespérer Bord-Canal, ni Volga. Mais ce qu'il fait là, c'est ce qu'on appelle le traitement social. C'est ce qu'on appelle. Oui, les emplois d'avenir, etc. C'est le traitement social. Il le dit. Et c'est le fait d'essayer, à un moment donné, de rendre la main-d'œuvre qui est disponible employable. L'employabilité. Employabilité, c'est-à-dire donner aux gens la formation qui correspond aux offres d'emploi existantes. Bon, mais c'est pas ça qui va inverser la courbe du chômage. Nous avons perdu 27%. Il y a une chute de 27% du nombre d'emplois salariés dans le BTP. Depuis 2009. Et ça, c'est irrémédiable pour l'instant. Bon, alors, c'est conjoncturel. C'est conjoncturel. Alors, le bâtiment ça monte. Il y a d'autres. Mais ça, c'est rien du tout, 27%. Le BTP a connu une crise en 95-97, 2 fois plus importante que ça. Mais à l'époque, on était en pleine croissance. Il y avait la bananisation. Donc, on mettait en culture de bananes des centaines d'hectares. Donc, les types, ils sont passés de BTP à ouvriers agricoles. Et puis, quand il y a eu le redémarrage de la seconde loi de défiscalisation, ils ont laissé la banane, ils sont revenus au BTP. Comment tu peux revenir maintenant, parce que dans la crise, la conjoncture française, comment veux-tu relancer? Attends, revenons sur cette histoire de crise, parce que je pense qu'il faut balayer ça. Quand on prend l'histoire économique de la Martinique et qu'on tire une ligne, on va dire ça comme ça, donc de 1900, lendemain de la guerre, 1945, jusqu'à aujourd'hui, des creux, il y en a eu. Il y a eu des méchants creux. Le creux le plus énorme qui a balayé la Martinique, c'est à partir de 1950 jusqu'à la fin des années 70. La mutation agricole. Là. Mais c'était pas une crise, c'était une catastrophe nucléaire. C'est-à-dire que le maire de Fort-de-France était assis là, et puis il voyait tous les jours les types arriver. Ça n'existe plus. Tu as vu les solutions qu'il y a eu, Bubidom et tout ça. Tu as vu les solutions qu'on avait trouvées. Oui, d'accord, mais en clair, nous sommes capables, et nous l'avons déjà montré, de tenir et d'attendre, de nous organiser pour que ça reparte. Parce que ça repart. Ça repart pour des raisons purement mécaniques. Je l'ai déjà un peu expliqué ici. C'est ce qu'est-ce qu'on était à Hollande, hein? Quand il annonçait la reprise des... Hollande, il a un problème majeur, c'est que son pays n'est plus adapté au monde. Nous, on n'a pas un pays. On a une espèce de petit truc qui dépend du monde, justement. Hollande est un acteur du monde. Et simplement, le costume qu'il a pour l'instant, la France, n'est plus adapté. Il faut qu'il change de costume. Mais nous, on n'a pas de costume. On n'a pas la taille pour avoir un costume. On est ballotté, tu vois, au gré des flots. Il y a des types qui décident pour nous, à la limite. C'est ça, ça se passe à l'extérieur de la Martinique. Or, on est suffisamment petit pour ne pas souffrir. C'est ça qui est génial. On est trop petit pour que les impacts mondiaux nous tuent. On n'est pas assez nombreux. Et je veux le citer parce que c'est très, très intéressant. Marc Césaire, le dernier fils d'Aimé Césaire, Marco. le plus jeune en fait, le plus jeune des enfants, me disait, donc il n'y a pas très longtemps dans une interview, il disait, pourquoi la France, d'après vous, pourquoi la France a fait ce qu'elle a fait en Martinique et pas en Afrique? Tout simplement parce qu'on n'est pas très nombreux et que ça ne leur aura pas coûté cher. Mais vous imaginez s'ils devaient faire le système social qu'on a là sur tout le continent africain? Ils ont préféré leur donner l'indépendance. Mais nous, globalement, c'est pas très coûteux, ça sert de vitrine et puis ça roule. C'est ça la réalité. Michel. Et bon, Daniel. Non, ils parlent bien, mes copains, là. Ils parlent bien. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ils parlent très bien. Fais-nous savoir, attends. Non, Michel. Alors, moi, je crois que, puisqu'on parlait du BTP, on parlait de... Bon, nous avons... D'abord, tu as posé la question, est-ce que le chômage est-ce que c'est une fatalité, etc. Moi, je crois qu'il y a un nombre de besoins immenses en Martinique qui ne sont pas satisfaits. Je vais citer quelques exemples. Nous avons un réseau d'eau
où plus de la moitié de l'eau produite s'évanouit dans la nature. Bon. Il faudrait, on m'a dit que ça coûte 1 milliard. Il faudrait, eh bien, je crois, créer des emplois. On peut le faire par tranche. Ouais, des milliers d'emplois. On peut le faire par tranche. On peut le faire par tranche. Et il y a certainement des aides européennes. Bon, pour ça. nous avons... Il y a surtout de la réorientation de dépenses budgétaires vers ça. Vers ça. C'est tout. Nous avons 11 000 demandes de logement. Bon, on a trouvé une solution, c'est la défiscalisation d'un logement social. Très bien, ça peut apporter une poire pour la soif. Ça commence. Mais on construit 600 logements où on a besoin de 2005-2008 par an. Moi, je crois que, malgré tout, en matière de logement social... On a aussi besoin de retraite, de maisons, d'EHPAD. Voilà. Eh bien, tu vois, donc, nous avons besoin, nous sommes certains, il est certain que nous devrions faire un plan concernant le logement, les EHPAD, etc. Et ça, c'est essentiellement les fonds publics. Voilà, c'est ça le problème. C'est ces fonds publics. Mais on revient à ce qu'on disait au tout départ. Si c'est des fonds publics, où on les trouve? Certainement pas dans la poche des Martiniquais, encore moins dans la poche des Français qui commencent à dire, bon, c'est bon, les Martiniques, c'est bon. La solution, c'est de dire, bon, écoutez, on a des revenus fiscaux raisonnables sur 20 ans, ok? Prenons un engagement d'emprunt sur 30, 40 ans, 50 ans, et cet argent, dirigeons-le, comme c'est des fonds publics, sur des grands travaux. Et ce que Letchimy aurait dû faire et que d'autres auraient dû faire avant lui, c'est de dire, bon, bah écoutez les mecs, comme vous avez une régularité de revenus fiscaux liés à l'aisance globale de la Martinique, et puis à ces niveaux d'importation qui fluctuent, mais bon, il y a du fric qui rentre de manière générale, faites un grand plan d'investissement public, puisque c'est pas l'Europe qui contrôle nos déficits publics, on n'en a rien à foutre de l'Europe. Là, concrètement, on peut, ce que Hollande ne peut pas, nous on peut le faire. Nous on peut le faire. Autrement dit, il faut une banque publique d'investissement. Dans un pays comme la Martinique, on peut faire tous les forums. Il dit ça pour moi, On peut faire tous les forums d'investisseurs qu'on veut. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Vous avez un capitalisme prédateur. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Ouais. Mais oui, parce que nos capitalistes... L'âne est dans le capitalisme. Nos capitalistes... Tu connais l'expression, je mange le foin, mais je ne fais pas l'âne. Nos capitalistes martiniquais, ce sont des capitalistes qui, d'une manière générale, ne sont pas orientés vers la production, ils sont orientés vers l'importation et vers un retour sur investissement rapide. Bon, et puis ils n'ont pas non plus les moyens adaptés à ces investissements. Personne n'a un milliard d'euros. C'est a investi quand même 400-500 millions d'euros avant 2009, et puis ils sont plus à présent. Autrement dit, je conclus de vos interventions que vous n'avez aucune confiance dans les banques qui sont ici présentes. Non, mais ce sont des banques commerciales. C'est pas leur fonction, c'est pas leur rôle. Non, mais je le dis pour qu'on comprenne bien. Elles gèrent le salaire des... Il ne faut pas attendre des banques. D'accord ? C'est pas leur job. C'est pas leur job. Bon. Elles font du bénéfice sur le crédit à la consommation, sur la vente de bagnoles. Voilà. Monsieur Marajo, dans 6 mois, il ne faut pas venir me dire ici si, par exemple, la région, pour dire, puisque, en fait... Daniel a pris la place de gérant. Vas-y. Daniel a pris la place de gérant. Je te laisse ça. En fait, c'est la région qui enclenche un certain nombre de chantiers pour le moment. Hein, bon. Il ne faut pas venir me dire dans 6 mois, comme tes petits camarades des Patriotes, que la région nous endette. Je te remercie pour le petit camarade. Que la région nous endette et que nous sommes endettés jusqu'au cou. Non, mais c'est le rôle de faire la balance. Mais bien sûr. Mais vous avez la majorité, vous faites la politique qu'il faut faire compte tenu de ce que vous... Non, c'est pas ça. La conviction que vous avez de développer. En clair, aujourd'hui, il faut arrêter la langue de bois. On ne développe pas un petit pays comme celui-là en mettant un peu d'argent chaque mois. Je l'ai toujours dit. Et Michel a parfaitement raison. Le vrai levier du développement économique dans un espace aussi restreint, c'est le levier public. Satisfaire les besoins publics. L'eau, l'énergie, le transport, l'éducation, etc. Le social. Madame Ségolène Royal est venue nous faire un grand show sur les énergies renouvelables. Et j'ai l'occasion, je crois, ici de dire que, si j'ai bon souvenir, dans le programme de l'autonomie du Parti communiste
en 1963. Dont personne ne se souvient aujourd'hui, mais que au moins tu l'as. Justin sera le republié. Bon, nous avions déjà envisagé la géothermie, toutes ces choses-là. Oui. Bon, on est venu nous faire une leçon ex cathedra que nous avons. Bon, mais qu'est-ce qui manque? Bon, entre-temps, bon, quand même, il y a eu des progrès technologiques qui ont rendu ces énergies plus abordables, etc. Ça, c'est certain. Bon, on est passé, on n'est pas encore au stade opérationnel, mais ce qui manque, c'est les capitaux, c'est l'argent. Ça loin sur la transition énergétique. Bon, je veux bien qu'on nous donne les autorisations nécessaires, mais ce qu'il faut, c'est booster ces choses-là. Michel, au niveau de la France, du flou est parti parce qu'elle savait très bien qu'elle n'aurait pas les moyens. Ségolène peut jouer, peut tirer un peu plus. Du flou savait très bien quand elle est en arbitrage. Elle n'aurait pas eu les moyens d'assurer cette transition énergétique. Au moment où elle est les socialistes. Et puis, je la soupçonne d'envisager d'être candidate au prochain coup. Messieurs, parlons quand même des demandes. Michel. En 2017. Pardon, les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et plus, dont le chiffre a explosé de plus de 14% en un an, parce que la population vieillit. Pas en deux, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et aussi, le changement de l'âge de départ à la retraite, aussi, qui a joué. Ça joue. Bon. Ouais. Alors, comment peut-on faire ces gens-là revenir à l'emploi? Comment on fait? Ils sont en mobilité moindre. Vous allez changer de pays, vous allez travailler. Ce qu'on ne peut pas dire aux jeunes, on ne peut pas non plus. La réponse avait été le fameux contrat de génération. C'est-à-dire qu'il faut, ce qu'il faut, c'est qu'ils ne partent pas. Voilà. Ouais, mais une fois qu'ils sont dehors, c'est difficile. Il y a effectivement un problème dans le privé, probablement, d'adaptation et de formation. Bon. Et c'est une des caractéristiques spécifiquement du système français, plus que dans d'autres pays. Oui, le taux de chômage des seniors. Le directeur de Pôle emploi propose de puiser dans le cadre du FSE des fonds pour aider au paiement de leur salaire et traitement. Mais que ne l'a-t-on fait que ne l'a-t-on encore fait? C'est ce que, quand j'ai lu cette interview, j'ai dit d'abord, il y a beaucoup de choses qui sont déjà enclenchées. Enclenchées, oui. Bon, alors bien sûr, c'est un nouveau directeur, il dit des choses, mais en réalité, sur beaucoup de points, il va continuer des politiques qui sont déjà entreprises. Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est leur donner plus d'efficacité. Bon, et trouver des instruments. Le FSE, il fonctionne déjà. Donc, le FSE, c'est quoi? C'est le Fonds social européen qui est pour la formation. Donc, il s'agit d'améliorer la formation de ces travailleurs, leur technicité, leur employabilité, c'est le terme, de façon à ce qu'ils ne soient pas éjectés du marché du travail. Est-ce qu'on a le nombre d'emplois non satisfaits en Martinique? Est-ce que vous avez ce chiffre-là? J'ai pas ça en tête. Pour voir l'adéquation qu'il y a entre la formation des Alors, il y a une enquête qui était faite par Pôle emploi chaque année. C'est une évaluation et qui, malheureusement, depuis 2 ans, ne paraît plus. Mais on demandait... Tu vas causer ça, Eddy? Oui, non, mais j'avais un chiffre à l'époque qui était de l'ordre de 10 000 emplois, ce qui est pas mauvais. C'est globalement beaucoup plus que sur le plan national. Sur le plan national, c'est 360 000 emplois non satisfaits. Oui, ça amène là. Il a dit. Et on a les professions. On avait les professions. Ouais, ici, c'était plus important. Mais bon, je crois que c'est un chiffre derrière lequel les politiques se cachent de manière assez systématique. Parce que quand on rentre à l'intérieur, on est massivement soit dans des emplois hyper qualifiés, soit dans des emplois super non qualifiés. Où les types disent, bon attendez, j'ai déjà fait un tour chez McDonald's, mon paquet, tout est là. Pas qu'un coupécon, ou bien alors, je ne veux pas être ingénieur en informatique. Ou beaucoup de travail à temps partiel. Où le type, en fait, il n'a pas le temps de faire de boulot, parce que les horaires sont bizarroïdes, et puis il se retrouve avec 940 €, c'est le seuil de pauvreté. Ouais. Il ne peut pas accepter ça. Ouais. Quoi. Parce qu'il faut voir aussi, là nous parlons emploi, mais nous n'avons pas le temps, ni peut-être parce que ce serait très compliqué, comment je vais dire ça, de détailler le genre d'emploi.
Oui, c'est ça, c'est un peu ce que dit Eddie, savoir que oui, il y a une inadéquation entre ce qui est proposé et ce qui peut satisfaire. On avait à parler mais on n'est pas obligé de parler de tout, mais ce que je peux faire, c'est une sorte d'inventaire des questions qui sont posées, et on n'est pas obligé de tout traiter, on a décidé de le faire ainsi. On avait envisagé éventuellement de traiter de la question de la baisse des prévisions de croissance. La France est en train de piétiner. Les difficultés de M. Hollande, expliquer un peu pourquoi. Le fait que M. Barack Obama rentre au combat, quoi. Ça y est, il s'institue grand chef de guerre contre l'État. Il continue. L'État islamique. Mais il n'en verra pas quand même. C'est un gros malin maintenant. Ouais. Comme il a de la technologie, où il peut tuer des gens à distance, il va envoyer des centaines de drones. Des drones. J'avais voulu qu'on parle d'un texte de Dahomey, qui est un groupe de réflexion. Ah oui. Une description de la situation qui est un peu contredite parce qu'on l'a traité en partie dans une analyse économique de son appel à une réunion, à une assemblée. Bon, on fera ça un de ces jours. Il appelle ça appel à la vigilance citoyenne en disant que tout va mal et que c'est la société civile qui peut régler les problèmes. Je voulais qu'on dise deux mots de les choses ne vont pas si bien que ça quand même, hein. C'est pas ce que nous avons dit. Hein. C'est pas ce que nous avons dit. C'est pas du tout ce que nous avons dit. On dit que ça va mal comme on le dit. Ça va mal différemment. Il faut avoir plus de réalisme dans la compréhension. C'est complexe. Voilà, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est vrai que nous avons un système social qui permet d'amortir cette situation. C'est pas fini, on a déjà le indicatif. Martine Aubry propose d'infléchir la politique économique, elle va rentrer au combat. Des propositions pour réformer les finances des collectivités. C'est M. Patient. M. Patient. Des collectivités de Je suis curieux de voir ça. Deux petits mots à propos de M. Thévenoud, le côté éthique et moral de l'affaire. Et puis le coup de gueule de M. Marissette qui estime que les investissements. J'ai bien répondu. Les investissements qui sont faits, envisagés par la région sont finalement un grand pal, une grande aide donnée au capitalisme international. Il faut bien qu'il existe. Madame, monsieur, après ce coup de griffe méchant d'année, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.